On est parti. Aujourd'hui, on va parler d'hypersensibilité parce que c'est un sujet très important, parce que c'est un sujet qui touche de nombreuses personnes, parce que c'est également un sujet qui touche des personnes qui n'ont pas conscience de ce côté hypersensible. De même, pour les personnes qui sont dans le coaching, dans la thérapie, dans la formation, l'accompagnement de personnes qui sont hypersensibles est un sujet aussi qui est bien spécifique. Donc, on va parler également de cela. Mais l'hypersensibilité, ce n'est pas ma spécialité. En plus, ça rime. C'est la spécialité de notre invité d'aujourd'hui qui est Steve Jurian. Bonjour à toi, Steve. Je suis ravi de t'avoir aujourd'hui. Bonjour à toi Nicolas, merci beaucoup pour ton accueil. Ben, avec grand plaisir. Alors, ben, justement, je suis allé chercher. Alors, c'est vrai que ce mot, toujours ronflant d'expert, on va le balayer de suite. Je suis allé chercher une personne qui est compétente dans le domaine de l'hypersensibilité, qui sait de quoi elle parle, et tout particulièrement aussi bien sur son expérience en tant que telle, sur ton expérience, mais également sur des personnes que tu accompagnes. Donc, du coup, je vais te laisser rapidement te présenter pour qu'on sache finalement à qui on a affaire et quelles sont tes spécialités, comment tu envisages l'hypersensibilité. Après, on rentrera dans le vif du sujet plus particulièrement. Ok, ça marche. Eh ben, merci encore une fois pour cette proposition d'interview. C'est toujours un plaisir de partager avec des personnes comme toi, surtout qu'on s'était déjà rencontrés il y a quelques années à l'interview au séminaire de Joanne Ouais, à Paris, de Joanne Yangting. tu vois, Alors, Yankee. moi, je À m'appelle suivre aussi. Steve. Pardon. Je m'appelle Steve, j'ai une chaîne YouTube sur la gestion des émotions. Mhm, Il y a une communauté de plus de 50 000 personnes qui me suivent. Je construis ça depuis 2 ans maintenant. mhm, Euh, J'aborde l'hypersensibilité à travers différents domaines, à travers la confiance en soi, à travers le fait de trouver sa vocation. En fait, je prends plaisir à utiliser ce trait de caractère, cette singularité comme un levier d'émancipation. Et c'est vraiment l'essence de mon message. J'en parle quasiment dans toutes mes vidéos. L'hypersensibilité n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une excuse pour se victimiser, mais au contraire, lorsque on prend le temps de se découvrir soi-même, de mettre la lumière sur des facettes qu'on n'a pas forcément explorées, eh bien, on arrive à matérialiser, à mettre en place des choses qui nous ressemblent, des choses qui sont vraiment en lien avec notre énergie. Et on n'est plus dans l'hyper-contrôle, on n'est plus dans des jeux de rôle, mais on est vraiment soi. Et c'est vraiment la mission que je me donne et c'est le mhm. plaisir que j'ai à partager tout ça avec ma communauté. Super intéressant. Et tu nous as parlé du commencement de la chaîne il y a 2 ans en arrière. Il s'est passé, on en a parlé un petit peu en off, il s'est passé quelque chose pour toi il y a 2 ans qui a été le déclencheur de tout cela. Est-ce que tu peux nous dire tout cela plus en détail et quelle a été peut-être aussi ta rencontre avec l'hypersensibilité en général et l'hypersensibilité, j'imagine, on imagine tous que si tu parles de ce sujet, c'est que c'est un sujet que tu connais, qui te touche et que tu vis. Ouais. Alors effectivement, avant 2021, il y a eu un affreux virus qui s'est abattu sur toute la planète. Et justement, avant, lorsqu'on s'était rencontrés, moi j'étais organisateur d'événements. Ouais. Auparavant, j'étais enseignant, j'étais professeur des écoles et j'ai quitté la fonction publique pour organiser des événements pour les autres et puis après pour moi. J'étais vraiment dans le marketing événementiel. Et ça faisait à peine 1 an et demi que j'avais monté ma boîte. Et bah, la pandémie, en fait, a, a obscurci toutes les perspectives possibles parce que même après les déconfinements, c'était très compliqué de refaire revenir du monde dans des salles. Et il a vraiment fallu que j'entrevoie une nouvelle perspective. Et ça a vraiment été un choc émotionnel parce qu'il y a eu, tu sais, beaucoup d'investissements. Quand tu montes ta boîte, tu sais ce que c'est, quoi. Il faut déployer une énergie colossale pour que ça décolle. Et ça a été le cas, j'ai tout donné. Comme j'avais pas de chômage en quittant la fonction publique, j'ai un peu cramé mes vaisseaux. Je pense que j'ai senti une profonde insécurité intérieure, ce qui a fait exploser une maladie chronique que j'avais déjà depuis des années. Mais là, ça a été vraiment démentiel. J'ai fini à l'hôpital et c'est une maladie chronique au niveau de l'intestin. On m'a parlé d'ablation de l'intestin, enfin, des trucs pas cool qui font vraiment flipper. Et ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais une hygiène de vie irréprochable. Je mange bien, je fais du sport, je fais attention à mes rythmes, à tout. Et, et
Et il y a une personne qui m'accompagne, qui est naturopathe, elle m'a dit: «Tu as une hygiène de vie irréprochable, mais est-ce que tu fais vraiment attention à tes émotions? Parce que Mmh. parce que tu as l'air complètement chamboulé émotionnellement», et c'était le cas. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai énormément pris sur moi pendant le confinement. Je venais d'acheter l'appartement dans lequel j'étais 2 mois avant le confinement. Mon activité, je voyais plus de perspective. J'étais en plein travaux et je j'étais vraiment, tu sais, en mode, warrior, et j'exprimais rien, en fait. J'encaissais tout, et à force d'encaisser, je pense que, bah, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Le corps, au bout d'un moment, il l'a saturé, il a dit: «Stop, on arrête parce que là, c'est plus possible de continuer comme ça». Mmh. Et donc, de fil en aiguille, je me suis intéressé à l'hypersensibilité. Au début, j'avais du mal avec ce concept-là parce que, tu sais, c'est un peu comme zèbre, HPI, tout ça. On Oui, tout s'enferme à fait. vite dans une case, et ça me plaît pas trop. Mais force est de constater quand même qu'en continuant à consommer du contenu et puis à faire des liens avec ce que je vivais, j'y trouvais vraiment quelque chose qui me correspondait, qui me parlait pas mal. Et très progressivement, j'ai commencé à partager ce que je lisais, à expérimenter un petit peu la manière dont j'envisageais les choses, dont je ressentais les choses, et je me suis aperçu que ça connectait très rapidement à pas mal de personnes. Et donc là, je me suis senti, entendu, ce qui m'a donné vraiment envie de me lancer à fond dans cette démarche et à creuser à fond le sujet de l'hypersensibilité, mais pas en faire, heu, tu sais, une discipline comme peuvent le faire des spécialistes, des philosophes comme Fabrice Midal, vraiment l'appliquer à ma vie. Mmh. Et je me suis dit: «C'est la meilleure manière, en fait, d'attirer une communauté», c'est-à-dire, en étant vraiment moi-même et en exprimant, ma propre expérience à travers les vidéos. C'est comme ça que, bah, j'ai réussi à regrouper pas mal de monde, autour de ça. Génial, ouais, intéressant. Enfin, génial, oui, oui, in fine, mais bon, sur le process, Ouais. ça a été quand même assez violent. Je vais revenir juste sur un point qui m'a titillé. Tu parlais justement justement des cases, de rentrée, de finalement des effets de mode aussi qu'il peut y avoir sur ces différents termes qui, malgré ça, quand même, pointent du doigt quelque chose qui est présent, qui est là. Qu'est-ce qui t'a amené à justement dépasser, on va dire, cette réticence que tu avais en amont? Te dire: «Oui, bon, bah, ça c'est zèbre, HP et compagnie, c'est des trucs, des effets de mode». Qu'est-ce qui t'a amené à aller plus loin? Bah, je me sens bien plus complexe qu'un simple concept, si tu veux. Ouais, Et je suis bien plus que les descriptions que j'ai pu voir dans les livres qui sont, même si elles sont bien expliquées, ça reste quand même formaté. Et j'avais pas envie de m'enfermer dans une case parce qu'il y a d'autres parts de Steve qui sont pas du tout mentionnées dans le livre et qui méritent de vivre aussi. Et puis aussi, je fais très attention, à cette imposture du développement personnel. Je pense qu'on en a beaucoup mangé ces dernières années, avec le Miracle Morning, tous ces trucs-là. mmh, Je suis OK avec tout ça, mais je pense que notre équilibre, on n'est pas obligé de le trouver dans cette logique, tu sais, très pragmatique, très nord-américaine, où il faut toujours foncer, aller de l'avant. On a le droit d'aller mal, totalement, on a totalement. le droit d'être vulnérable, et on a le droit d'écouter ses rythmes. Et c'est pour cette raison aussi que je me reconnais pas tout à fait non plus, entièrement dans le domaine développement personnel. Mmh. Et ce qui m'amène forcément à avoir ma propre approche et à la partager en toute transparence, avec les gens sur YouTube. Donc du coup, c'est ce qui fait que ça te donne une sorte de distance et je dirais pas d'originalité, mais de différence sur ta façon d'aborder la notion d'hypersensibilité, la mise en pratique et tout ce qui y a avec. Et c'est intéressant aussi ce que tu viens de dire par rapport au développement personnel type nord-américain qui trouve ses limites, qui je crois, on a été nombreuses et nombreux à être tombé là-dedans et finalement à être arrivé au moment donné où tu te trouves que finalement, mais ça te fait plus de mal que de bien sur certaines choses, pas sur tout, il y a d'autres choses qui te font du Oui, bien. Mais tu te rends compte que, eh bien, cette philosophie, alors il y en avait qui disaient ça, la philosophie hustle, où on pousse, on y va, on y va, on y va, on charbonne. Eh bien, en fait, c'est destructeur. C'est vraiment destructeur, c'est vraiment toxique pour des personnes qui sont justement dans un état d'être et dans une façon de fonctionner qui est liée à l'hypersensibilité et pas que. Est-ce que tu pourrais justement
nous dire quelques points là-dessus et ce que tu en penses, est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas? Et s'il y a quelques recommandations ou quelque chose qui pourrait aider justement ces personnes-là par rapport à ce sujet-là. Ouais, bah, pour rebondir dans la continuité de ce que tu as dit, effectivement, ce dogme hustle, c'est un peu une mécanisation de la psychologie humaine, dans le sens où faut être des machines, faut foncer, faut pas s'écouter quand on est fatigué, faut pas s'écouter quand on a envie de craquer, de se manger un kebab ou une sucrerie. Tu vois, faut rien céder. Mais au bout d'un moment, je veux dire, on est des humains. Il est où le plaisir? Enfin, je suis humain et je suis pas un moine non plus. Je suis ni une machine ni un moine et j'ai pas envie que ma vie soit un sacerdoce. Et, euh, et je vois en fait tout le mal que ça peut faire quand c'est poussé à l'extrême. Ouais. Euh, Lorsque justement tu es sensible, que tu dois renouer avec tes besoins, apprendre à nouveau à t'écouter et apprendre toi-même à trouver tes propres solutions pour pouvoir t'équilibrer et trouver par toi-même les choses qui te font du bien et non suivre des recettes toutes faites. Il faut se lever à 5 heures du matin, manger ses jaunes d'œufs et puis aller courir à poil dans le froid. Enfin, tu vois, ça ne me tente pas du tout, quoi. Et ça Et me va puis, très bien comme ça. Et puis finir dans un bain d'eau froide, gelée, histoire C'est ça. de bien. Mais c'est marrant parce que là, je ferai un petit pont pour celles et ceux qui connaissent, mais justement, qui suivent mon travail sur la spirale dynamique. Parce que clairement, ce type de développement personnel est très axé sur un niveau d'évolution, qui est le niveau d'évolution qu'on appelle orange, qui est lié à la rationalité, qui est lié justement au monde contemporain. Donc, on ne se rend pas compte, mais en fait, cette approche du développement personnel est très ancrée dans un mode de fonctionnement qui est très en lien avec la société moderne et avec justement cette notion de productivité, cette notion d'efficience qu'on avait déjà dans les usines Ford au début des Mm. années du XXe siècle. Et finalement, où la productivité, l'efficience prend le pas sur justement, et la partie logique, rationnelle, prend le pas sur la partie sensible et émotionnelle de l'être, qui, fort heureusement, un peu plus tard dans l'évolution humaine, se permet, enfin, on trouve des solutions de reconnexion. Et ouais, c'est encore plus difficile pour des personnes qui ont cette sensibilité-là, qui finalement se voient dans une culture, dans des sociétés, dans un mode de fonctionnement qui leur dit ben, désensibilisez-vous, c'est pas important. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et c'est là où je vois toute cette imposture où, comme beaucoup de choses, je trouve que le développement personnel a tendance à américaniser un petit peu nos mentalités quelque part, en cherchant toujours la performance. Et on le voit en plus avec l'hyper-technologisation, même la gestion du temps n'est plus la même, la représentation du travail n'est plus la même. Euh, on, on se dit que tout va nous faciliter la vie, mais en fait, on est de plus en plus les deux mains liées avec la technologie. Et est-ce qu'on passe du temps de qualité, vraiment du temps présent avec soi? Bah, beaucoup moins. Je m'aperçois que au nom de cette efficacité, de ce travail, de cette technologie, on est de plus en plus dispersé. Et ça me chiffonne pas mal. Mm. Et du coup, qu'est-ce que tu conseilles à tes clients, que ce soit tu m'as dit, tu fais du coaching, tu fais de la formation en ligne, qu'est-ce que tu recommandes à tes clients? Quelle est ton approche par rapport justement à des situations, des contextes de vie qu'ils vivent qui sont spécifiques à cette spirale productiviste, on va dire, ou, ou dénuée d'émotions, du moins de conscience émotionnelle. Ouais, déjà, c'est de faire le deuil de cette image tu sais, d'hyper-efficacité. Mhm. Et c'est déjà abandonner cette idée-là et apprendre à faire la paix avec soi-même. Ça demande de s'accueillir et c'est vraiment quelque chose qui est particulier chez les personnes hypersensibles, sans vouloir mettre trop dans une case, mais il y a quand même ce degré d'exigence qui est assez récurrent chez les Ça, personnes c'est que intéressant. j'accompagne. Et Beaucoup d'exigences. à quoi tu l'attribues ça? Je pense que c'est par souci de validation par rapport aux autres. C'est-à-dire que je te parle par rapport à moi, je j'aime pas trop les reproches, alors je fais tout pour être irréprochable. Donc pour Mhm. éviter les reproches, je fais en sorte d'être le plus parfait possible, entre guillemets, quoi. C'est un Je de mes comprends. travers. Je Et je pense comprends. que c'est un des travers de beaucoup d'autres personnes aussi. Mhm. Mhm. Intéressant. Et donc, dans les accompagnements, le début, c'est déjà s'accueillir, apprendre à s'accepter et à éclaircir, à faire un constat pour voir quelle est la situation et
OK et prendre conscience que en fait, tu es légitime comme tu es, comme ça et c'est pour moi l'étape essentielle pour construire un terreau sain pour pouvoir faire émerger des choses beaucoup plus saines, qui sont beaucoup plus vertueuses pour la personne ensuite. Mmh. D'accord, d'accord. Ouais, donc il y a vraiment cette reconnexion, cette, retour à soi et sur la Mmh. sensibilité en tant que telle, à quel moment, alors, je vais poser une autre question qui a peut-être rien à voir, mais qui finalement va être en lien avec cela. Qu'est-ce qui permet de définir, alors sans tomber dans les cases bien évidemment, une personne qui est hypersensible d'une personne qui juste a une sensibilité, on va dire, normale, mais qui à un moment donné va vivre des émotions et c'est normal que ces émotions-là soient présentes? Est-ce qu'il y a un curseur? Est-ce qu'il y a un delta? Est-ce qu'il y a quelque chose qui parce que je sais que souvent dans ces termes-là, qu'on parle de HPI, zèbre, hypersensible, il y a parfois tellement de lieux communs que, beaucoup vont se reconnaître. Alors qu'il y a des spécificités et des façons de traiter les personnes qui sont vraiment concernées avec, ces notions d'hypersensibilité, de, PASS, je crois que ça s'appelle aussi. Alors ça, c'est peut-être, sur ce Ah, je termino connais pas. ça doit être une terminologie, hispanophone, ça doit être peut-être pour ça. Hem, OK. si, c'est ça, persona altamente sensible. Hem, Hautement sensible, voilà. ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Donc, donc ouais, bon, j'ai pas fini ma Alors question, mais je pense que tu as déjà, de quoi me répondre. ouais, ça marche. Hem, je te laisse continuer à formuler la suite pendant que je parle. Ouais. Alors, ouais, vraiment ce qui peut, faire la différence entre une personne hypersensible et une personne normosensible, c'est le fait qu'il y a une difficulté à inhiber les informations inutiles dans l'environnement. Notre cerveau, Mmh, il capte beaucoup d'informations dans l'environnement. Une personne normosensible, arrive facilement à rester concentrée lorsque, elle est, affairée à une tâche alors qu'il y a du bruit ou je sais pas, il y a une lumière trop forte. Pour une personne hypersensible, ça fait trop de stimulation qui arrive d'un seul coup, trop d'informations et mmh, elle a du mal à inhiber. En fait, c'est une vraie passoire et du fait de laisser entrer, dans le cerveau, tous ces stimulations, ça crée au bout d'un moment une saturation, ce qui donne lieu au bout d'un moment à une submersion émotionnelle. Parce qu'il y a un trop plein d'informations. Une personne normosensible arrive à inhiber les informations qui lui sont inutiles. C'est pour ça que elle arrive beaucoup plus facilement à rester concentrée. C'est vraiment caractéristique aussi des personnes hypersensibles, c'est de se laisser très facilement distraire tant qu'elles n'ont pas leur espace où elles sont calmes avec une lumière d'intensité correcte pour continuer à travailler correctement. Après, il y a d'autres facteurs qui peuvent faire émerger ces débordements émotionnels. Euh, je pense qu'il y a des moments dans la vie où, tu sais, le curseur dont tu parlais d'hypersensibilité peut être plus ou moins avancé quand tu vis des périodes assez dures, assez bouleversantes. Euh, une personne hypersensible pourra devenir beaucoup plus sensible à ce qui lui arrive. mmh. Voilà, ça dépend vraiment aussi des situations dans la vie et puis de l'état de stress et de fatigue aussi. Une question, j'aimerais revenir sur, la notion de du mal à assimiler les différents stimuli. Alors, j'ai 2 questions là-dessus. La première, c'est, est-ce qu'il n'y a pas une propension plus forte d'introvertis chez, les hypersensibles? Dans le sens où finalement alors l'introversion plus dans un sens, on va dire jungien, dans le sens où finalement, c'est des personnes qui se ressourcent plutôt quand elles sont seules qu'avec du monde. Dans le sens où j'imagine que, beh, finalement, tu as tellement de stimuli qu'à un moment donné, tu as besoin de faire un stop et que la Ouais, batterie remonte. ouais, c'est ça. Et j'ai oublié de le préciser, il y a une vulnérabilité du système nerveux aussi qui fait que voilà, tu es plus sensible aux stimuli autour de toi. Alors évidemment, ça nous amène à avoir des comportements d'introversion, d'une part pour se protéger, des stimuli extérieurs pour continuer à rester équilibré. Et aussi pour, tu sais, il y a aussi cet effet éponge où on absorbe tout, même l'énergie des gens autour de soi. Donc on est obligé aussi de Mmh. se protéger quelque part. Et enfin, il y a un autre facteur qui est typique aussi, c'est que on a tendance à être beaucoup dans l'introspection. Comme tu l'as dit, aller chercher les informations de l'intérieur. Mmh. Et ce qui nous amène à être souvent en retrait et à composer comme ça tout seul un petit peu en marge pour pouvoir revenir régulièrement. Donc souvent, ce que je constate, en tout cas pour moi, c'est que la meilleure des démarches, quand tu es trop exposé au bruit,
au mouvement, à toute exposition qui génère de l'instabilité, c'est toujours avoir une posture de retrait et puis de revenir, mais Mmh. de jamais rester trop longtemps ni dans l'un ni dans l'autre. Mmh. Toujours rester en mouvement. D'accord. Ah intéressant, intéressant cette notion de mouvement parce que du coup, ça te permet de trouver l'équilibre, si j'entends bien, entre un côté et Exactement, l'autre. Ouais, ouais. ouais. Et de pas s'isoler peut-être quand tu vas trop te reculer et de l'autre côté de pas te De laisser. pas te perdre dans les stimulations ou les besoins des autres aussi. Ouais. Parce que, parce qu'il y a aussi cette conscience sociale, qui fait que tu es tellement ouvert sur les besoins des autres par le souci de d'harmonie autour de toi que tu en viens aussi à oublier tes propres besoins. Il y a Mmh. aussi encore ce besoin de validation sociale où il faut toujours se rendre utile pour les autres, bienveillant et cetera. Mais au bout d'un moment, on s'oublie complètement et le résultat, c'est que ça peut être complètement contre-productif parce que lorsque plusieurs besoins n'ont pas été, satisfaits pendant un long moment, au bout d'un moment, c'est comme un volcan, ça jaillit d'un seul coup Mmh. et ton entourage, il te reconnaît plus et ça peut faire des dégâts collatéraux. Donc c'est les prises de décision aussi. Alors là, je reprends notre, cette grille lecture parce que je trouve qu'elle est très très en résonance avec ce que tu me dis là, qui est, les fonctions cognitives de Jung. Heu, les prises de décision sont plus des prises de décision qui sont liées sur l'émotionnel, le relationnel, que des prises de décision qui sont liées sur quelque chose de factuel, de froid et de détaché. Donc il y a aussi cette tendance-là. Ouais et aussi, sur, la composante, cognitive aussi, je pense que quand tu es vraiment conscient de la vulnérabilité de ton système nerveux, tu as aussi, cette intelligence de te reposer les neurones, de faire des pauses, de faire de la cohérence cardiaque pour pouvoir ensuite revenir, Mmh. de la meilleure des façons sur ton travail. Et je reviens aussi, sur ce que tu disais au début, pour ma seconde question. Tu disais: «On a du mal à assimiler les stimuli extérieurs». Il y a donc cette hypersensibilité se traduit dès le départ ici. Ce que je note qui est intéressant, c'est quand on parle d'hypersensibilité, on pense souvent à la partie émotionnelle. Et là, ce que j'entends sur ce que tu me dis, c'est que la sensibilité est d'abord d'ordre finalement, des sens, des 5 sens, donc surcharge des stimuli, j'imagine auditifs, visuels, kinesthésiques, voire pourquoi pas olfactifs, qui font que, finalement en fait, il y a une espèce de saturation qui se fait. Donc c'est plus Ouais, c'est ça. sur du corporel finalement. Ouais, bah, tu sais, l'émotion en latin, c'est movere, ça veut dire mouvement et c'est un mouvement qui part du corps et c'est le corps qui va générer ce mouvement, en fait. C'est toujours Mmh. ton corps qui est à la base de tout, dans la représentation que je me fais des choses et une fois que le corps a envoyé l'information, ça génère une émotion et l'émotion va alimenter, tes pensées et tes pensées vont Mmh. donner lieu à des comportements et c'est comme ça une boucle rétroactive, qui peut être malsaine ou qui peut être vertueuse, quand tu es bien présent à toi. D'accord, d'accord. Et pour finir justement sur ce point de départ des surstimulations, donc toi, ton conseil, c'est d'essayer de justement de se couper, de revenir parce qu'on a l'impression que finalement c'est, une et on va aller sur le second point. Après, c'est une forme de malédiction finalement, genre, «Putain, pourquoi moi j'ai ce truc-là?» et hem et finalement, tu nous as donné quelques conseils sur, voilà, comment gérer ça. Et de l'autre côté, est-ce qu'il y a pas quelque chose de positif, d'utile? Parce que si c'est présent, si on a cette fonction ici, même si le curseur est un peu trop sur un extrême, j'imagine qu'il y a une utilité, on va dire, d'un point de vue de la survie de l'être humain ou du fonctionnement de l'espèce humaine. Est-ce que tu as des choses que tu pourrais nous dire par rapport à tout ça? Ouais, mon avis là-dessus, c'est que les normes, elles sont très relatives finalement, heu et à y réfléchir, est-ce que ce serait pas le monde qui serait pas hyposensible? Mmh. Quand Mmh. tu vois des gens qui peuvent écouter de la musique comme des cinglés, dans des bars ou je sais pas, qui font des trucs, extrêmes, elle est où la normalité finalement? Est-ce que Mmh. être normal, c'est supporter, une violence comme ça de stimulation comme ça pendant des heures? Ou est-ce que être normal, c'est aimer se retrouver dans des cadres, sains, cocooning et tout ça? Tu vois, je Mmh. pense que tout ça, c'est vraiment à relativiser et Mmh. évidemment, faut l'important, c'est d'accepter, ce qui est important pour soi et d'en faire une norme pour se sentir équilibré et à partir de ce moment-là où tu portes vraiment, mais vraiment attention à la qualité de ton environnement
eh ben, tu vas trouver des personnes qui appartiennent à ces mêmes types d'environnements avec lesquels tu vas pouvoir socialiser et construire des activités dans ces nouveaux environnements. Et là, en fait, tu te reconstruis une nouvelle normalité. Moi, je vois des choses comme ça. Mmh. Mmh. Ouais, c'est très, très pertinent ce que tu dis là et ça pose une autre question justement. Est-ce que finalement cette hypersensibilité-là n'est pas aussi le fruit alors, il y a une tendance naturelle comme tu l'as dit, d'un côté qui peut être hyposensible ou hypersensible. Ça finalement, j'imagine qu'on ne choisit pas de point de vue du moins d'un point de vue matériel. Sur des approches spiritualistes, on pourrait dire qu'on choisit justement ce que l'on porte, ou du moins dans une certaine mesure sur les chemins de vie. Bon, je m'éloigne un peu, mais ce que je veux dire ici, c'est, est-ce que finalement, c'est pas donc cette société, la société dans laquelle on vit aujourd'hui, qui apporte cette surstimulation que l'on voit, qui est très claire sur le web avec, suffit de regarder ces putains de téléphones avec 30 000 notifications que j'espère, vous qui nous écoutez, vous avez désactivées de vos téléphones. Bah ouais, le monde dans lequel on vit, tu regardes la réalité du monde au travail, tu vois, depuis qu'il y a les ordinateurs portables, maintenant les gens amènent leur travail à la maison, C'est vrai aussi. heu, sur les temps de congé, sur les temps passés en famille. En fait, on devient de plus en plus à la disposition des employeurs dans le monde du travail, mais, pour nous aussi, hein, moi Mmh. si je me contrôle pas, je réponds à des commentaires YouTube à 3 heures du matin si je suis réveillé. Il Ouais, faut vraiment savoir, faire ouais. la part des choses et segmenter tout ça. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, ce que j'observe, c'est qu'on est de plus en plus décorrélés de nos rythmes à nous, de prendre du temps sans rien faire. On se sent tout le temps obligé de faire des choses. Moi-même, je me prends au piège. Les jours où Oui. je fais rien, je me dis merde, j'ai rien à mettre sur ma story Instagram. Que va penser ma communauté? Et il n'y a pas besoin d'être influenceur pour ça. N'importe qui fait des stories sur Instagram pour parler de sa vie. Est-ce qu'on est vraiment présent à soi quand on fait ça? Ou est-ce que vraiment on recherche, je sais pas, on se crée un avatar, on se distancie de soi et moi ça me fait peur, en tout cas ça me fait réfléchir sur ma manière de travailler et en tout cas j'essaie le plus possible d'ajuster et de respecter mes rythmes pour rester vraiment, aligné quoi et pas me disperser, Ouais, c'est vraiment. pertinent ce que tu dis et en plus on a, toi comme moi, on a des métiers qui sont liés aussi à notre image donc ça Mmh. amplifie encore plus ce côté-là. Mais comme tu dis, tout le monde va avoir ce côté d'avoir envie de montrer, de remplir le vide qui va être présent. Cette notion, comme tu disais, beh, par exemple, bon, dans les métiers entrepreneuriaux et puis surtout avec le web aujourd'hui, ben, tu es en vacances, tu vas regarder, checker tes mails ou des conneries comme ça, Ça s'arrête jamais en fait, par si tu crainte fais pas que attention. et c'est ça qui est intéressant, c'est par crainte que ici jamais ceci, cela et Ouais, c'est difficile de poser ces barrières. Qu'est-ce que ouais. tu qu'est-ce que tu recommanderais justement aux personnes qui nous écoutent pour apprendre à avoir à poser ces différentes barrières de finalement protectrices sur, son propre bien-être, son propre équilibre et sa propre, hem, j'ai le mot en anglais, son propre soin intérieur, on va dire. Ouais, bah, c'est simplement de réaliser que si c'est pas fait, quelles vont être les conséquences? Je réfléchis toujours en ces termes-là, vraiment pour réaliser, ce qui risque de dériver, en fait, par la suite. Je me dis toujours: «Si tu prends pas du temps pour t'arrêter, si tu prends pas du temps pour te reposer, si tu prends pas du temps pour avoir une vie sociale, si tu fais une projection, pousse à l'extrême, bah, en fait, je vais finir tout seul, je vais finir isolé. Est-ce que mon activité va être enrichie? Je pense pas parce que j'aurai pas de nouvelles choses à apporter, pour ma communauté. Donc c'est important vraiment de toujours avoir ce souci de l'équilibre entre le travail, le temps pour soi, le temps pour les autres, pour que ces différentes sphères puissent, s'internourrir les unes les autres. Et Mmh. si tu vas trop dans un extrême, en fait, tu oublies les autres sphères et tu as besoin toujours d'être dans chacune des sphères de manière équitable pour pouvoir, apporter de l'harmonie. Très juste, très juste, très juste. Et concernant tout ce qui est les stimuli, par exemple téléphone, ordinateur, ce genre de choses-là, est-ce qu'il y a des bons conseils, des petits raccourcis ou moi je pense beaucoup à des habitudes, des comportements à mettre en place. Peut-être que tu aurais d'autres choses à nous apporter ou peut-être, justement de la finesse là-dessus?
Ouais, bah, j'entends certains entrepreneurs, tu sais, qui utilisent des applis comme contrainte, c'est-à-dire passer 2 heures, passer le délai de 2 heures de consultation sur Internet, le téléphone se bloque. Moi, je suis pas trop pour des trucs comme ça, mais juste, je mets mon téléphone, il fait aucun bruit. Même quand on appelle, ça fait pas de bruit, il fait jamais de bruit. Ça, c'est vraiment, je suis radical là-dessus. Je ne souhaite pas, en fait, que mon téléphone intervienne dans mon espace sonore. C'est la même chose que Et toi. ouais, c'est primordial parce que en fait, ça arrêterait jamais entre les notifications des différentes applications, surtout quand tu C'est horrible. communiques massivement, c'est plus C'est possible horrible. en fait. C'est horrible. Et s'imposer une certaine heure aussi le soir où il faut stopper les écrans, ça c'est encore challenge pour moi. Je suis tout le temps en train de faire 10 000 trucs à la fois. Euh, mais en tout cas, passer minuit, c'est fini, il n'y a plus d'ordinateur. Et apprendre aussi à passer du temps dans la journée, juste avec des bouquins à côté de Ouais. soi et mettre les écrans très très loin. Et limite aller dans une pièce où il n'y a aucun écran aussi, ça aide beaucoup. J'avais une routine que je faisais le soir, que j'ai hélas laissé tomber parce que justement j'avais la nécessité du téléphone pour un sujet en particulier et que je n'ai plus cette nécessité-là, donc je pourrais le refaire. C'est avant d'aller au lit, avant de rentrer dans la chambre, je posais mon téléphone sur une marche de l'escalier. Et j'avais la chambre, et dans la chambre, j'avais une montre, tu sais, les petites, les montres, les Casio, là, Oui, donc, qui me servait de de, réveil. de réveil, et puis pour voir l'heure. Alors, moi, non réveil, Ouais, parce que je ne fais pas de réveil, mais qui me servait pour voir l'heure. Et donc, en fait, ça fait du bien parce que tu te retrouves dans la chambre, c'est un peu perturbant, et tu dis, t'as quoi? Ben, t'as les livres. Ben, tu lis tes livres. Tu te tais, tu c'est lis. ça. Et en C'est fait, ça ça. fait Et puis du bien, quoi. ouais, et puis tu peux faire plein d'autres choses en plus dans une Ouais, chambre. Mais, c'est mais vrai aussi. est-ce que ça t'a demandé un sevrage de quitter ton smartphone pour aller dans la chambre le premier jour? Non, très honnêtement, ça me l'a pas demandé parce que j'ai vu ça un peu comme une espèce de jeu, de truc nouveau qui me faisait kiffer. Je dis, ah tiens, Ouais, cool et tout. Et par contre, quand il y a eu un moment donné, alors je sais plus pour quelle raison, il faudrait que je revienne dans mes souvenirs, j'ai été obligé de prendre le téléphone dans la chambre. J'avais besoin pour un truc en particulier. Je sais pas si c'était le réveil qui déconnait parce que c'était ou la montre qui marchait plus ou un truc en particulier que je devais faire avec téléphone. Et du coup, boum, ça y est, il s'est réintroduit et il n'est plus ressorti, quoi. Et alors, ben, forcément, ouais, tu es sur les réseaux sociaux, tu perds ton temps là-dessus. Et ouais, voilà, je me rappelle aussi, une des raisons, c'est qu'à un moment donné, j'avais besoin de, ça aussi c'est intéressant comme sujet, on pourrait en parler, euh, c'est que à lire, moi, je lisais que des livres qui m'enrichissent intellectuellement. Je, j'aime ça. J'ai essayé de lire d'autres types de livres. Je m'ennuie ou dans à part c'est des trucs de style des mangas ou des trucs comme ça. Sinon, mhm, et, euh, et en fait, je voulais vraiment quelque chose qui me divertisse véritablement. ouais, Et comme à ce moment-là, on n'avait pas la télé dans la chambre, mais du coup, j'avais repris mon téléphone pour me regarder des séries sur ben, les grandes plateformes de streaming. Et de là, ben, c'était reparti, quoi. En fait, ouais. au début, c'était bien, et puis après, c'était reparti. Donc aussi, est-ce que c'était pas une excuse derrière? Je crois pas, parce que je l'avais quand même fait un peu à la conscience de l'un et de l'autre. Mais c'est toujours, on a toujours cette histoire de curseur, quoi, entre un Ouais. côté et l'autre, quoi. Ouais. Et ce qui marche, c'est, comme tu l'as dit au début, je vais installer de la nouveauté, je vais lire, ça va remplacer le téléphone. C'est toujours remplacer une mauvaise habitude par quelque chose, Ouais, une nouvelle habitude qui est bien plus c'est juste, kiffante. Et très très c'est juste. beaucoup plus facile. Ouais, 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 très très juste, très très juste. Et là, j'ai une appli qui marche bien aussi. Ça s'appelle, alors, ça s'appelle, et justement, ça m'a aidé à quitter le téléphone plus tôt dans la soirée. Ça s'appelle Forest. C'est une appli, que tu connais peut-être, où en fait, tu plantes des arbres virtuels et Ouais, après, tu peux faire planter des arbres en vrai. en Euh, vrai. Moi, ça me fait toujours kiffer le truc de planter des arbres. Et donc, je lance l'appli. Et donc, si au bout de 10 minutes, tu sors de l'appli, ben, tu pètes ton arbre. Et dans la journée, de temps en temps, je plante mes arbres et ça me permet de maintenir aussi le temps sans écran qui parfois, effectivement, quand le téléphone, parce que c'est aussi, dans mon cas, dans ton cas, c'est la même chose, c'est un instrument de travail.
Donc, Et oui. forcément, tu en as besoin pour X raisons. Moi, je vois, par exemple, avec mon équipe, j'utilise beaucoup, beaucoup Telegram, ce genre de choses-là. Et donc, voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que pour venir dans ce que tu disais, et je vais lâcher la parole parce que c'est toi, c'est pas à moi de parler. Je l'ai trop accaparé, on va dire. Sur Telegram, j'ai viré absolument tout ce qui me donne envie d'y aller. C'est-à-dire les Mhm. notifications, les bruits, Oui, absolument tout. Même sur certains groupes, j'ai désactivé. Et donc, euh, ça fait que quand je vais sur Telegram, je n'y vais que par mon intentionnalité. exactement. Et pas parce que tu as Voilà. été sollicité par une sonnerie. Exact. Je pourrais faire Mm. la même chose sur WhatsApp, mais je ne peux pas le faire parce que, eh bien, ici au Chili, c'est le moyen de communication numéro un. Et Ouais, j'ai ma femme qui a besoin de me contacter à un moment donné parce qu'il y a un sujet urgent. J'ai besoin de voir la notification, mais visuelle, par contre, cette fois-ci. ouais. C'est un des seuls endroits où je garde la notif. Voilà. Parenthèse est fermée là-dessus. Ok. Donc, pour en venir vraiment au sujet de l'hypersensibilité, mais en même temps, c'est une parenthèse, mais ça l'est pas vraiment parce qu'on reste quand même sur ces thématiques. Euh, on sent que vraiment la thématique de la surcharge, la thématique de la gestion des stimuli est quand même assez fondamentale. Du coup, ma question, c'est la suivante par rapport aux émotions. Comment est-ce que ça se passe quand ça se passe mal ou ça se passe pas du tout d'un point de vue émotionnel? Qu'est-ce qu'il faut faire quand justement l'enjeu prioritaire, c'est la gestion émotionnelle? Ouais, c'est une très, très bonne question que j'ai longtemps, communiqué. En tout cas, j'ai beaucoup étudié et travaillé avec ma communauté. La Ouais, première chose à faire, c'est vraiment de s'arrêter. D'avoir cette intelligence, on parle vraiment d'intelligence émotionnelle, là, c'est s'arrêter. S'arrêter, pourquoi? Déjà pour être présent à soi. Pourquoi être présent à soi? Bah, déjà pour comprendre ce que l'émotion, elle a à nous dire. Et le premier pas pour déjà identifier cette émotion, bah, c'est d'accueillir, c'est de savoir déjà quel est notre ressenti. Et ça, on mm, se pose jamais la question. Souvent, quand on est en colère, des fois, on sait même pas pourquoi. On a une vague idée, mais on n'a pas l'idée précise de cette racine qui a fait émerger cette colère. Donc, c'est important de développer cette présence à soi, de prendre cette habitude de s'arrêter quand ça va pas. Ça va éviter les colères, les dommages collatéraux, les submersions émotionnelles. Et ensuite, c'est de se demander où est-ce que cette colère est localisée. On va la localiser dans le corps et puis on va voir à partir de cet endroit dans le corps ce qu'elle a à nous dire. Et très souvent, euh, quand tu arrives vraiment à toucher du doigt cette émotion, tu arrives à comprendre le besoin qui est caché derrière tout ça. Parce que comme on l'a dit au tout début, l'émotion, c'est un mouvement. C'est une information qui est véhiculée vers ton système conscient pour te dire qu'il y a quelque chose euh, pour laquelle il faut vraiment mettre son attention. Donc, qu'est-ce que te vient signifier cette émotion? La peur voilà, vient de signifier que tu as besoin de sécurité. La colère vient de signifier que tu as besoin de t'affirmer parce qu'il y a un besoin qui n'a pas été satisfait. La joie vient t'indiquer que tu as besoin de partager ton bien-être. Et, et c'est important de pouvoir vraiment décoder ça pour ensuite ajuster son comportement et non pas être dans la réaction. Parce mm. qu'évidemment, lorsqu'on est complètement submergé, ça défoule de crier un grand coup, de s'enfuir en courant, ça défoule. Mais c'est un comportement qui n'est pas, enfin, qui est pas passé par la logique. Donc, plutôt qu'avoir un comportement irrationnel, s'arrêter, être présent à soi et entendre ce que cette émotion a à nous dire va nous permettre de pouvoir matérialiser un comportement qui est vraiment ajusté par rapport à une situation. Intéressant. Donc finalement, en fait, c'est pouvoir permettre de faire venir la rationalité à l'aide justement de la partie émotionnelle et non pas cette rationalité qui parfois peut étouffer. Donc Oui, intéressant. Et ce que je note aussi, c'est vraiment un lien avec le sujet de la connaissance de soi. Euh, c'est cet observateur intérieur. C'est vraiment. Mais et en même temps, tu précises quelque chose de fondamental sur l'observateur intérieur, d'arriver à s'observer, se mettre en méta. C'est de prendre du recul et, euh, et finalement enfin, d'avoir ce moment pour, euh, pour y aller. exactement. Et c'est exactement ça, prendre du recul pour voir la situation de la manière la plus objective possible
Parce Mmh. que lorsque tu analyses la situation par le filtre de tes émotions, tu as une distorsion de la réalité. Et donc, tu vas avoir un comportement qui va pas être approprié et même en amont, des pensées qui vont être complètement biaisées par rapport à la situation. Donc savoir s'extraire et savoir, laisser venir les choses de manière instinctive dans un premier temps et ensuite avec du raisonnement, te permet vraiment d'avoir, le comportement le plus adapté possible avec une pensée la plus objective possible. Excellent, excellent. Super, super. C'est très, très intéressant tout ça. Donc, que peut-on faire maintenant si on veut aller plus loin sur le sujet? Parce que finalement, on a vu pas mal de choses intéressantes, mais j'imagine que tu as beaucoup, beaucoup plus à nous dire, sur cela. Alors, comment on peut faire pour aller plus loin dans le sujet? Bah, déjà, c'est s'écouter soi et Ouais. chaque journée, en fait, à à on propose une occasion, ou plusieurs occasions de se découvrir à travers n'importe quelle situation. Tu sors dans la rue, heu, ça m'est encore arrivé il y a pas longtemps. Je reviens du Portugal, j'étais sur la route et sur une aire d'autoroute, je me brosse les dents, puis il y a le mec là qui passe, ses aspirateurs, qui nettoie le parterre et tout. Il me voit avec ma brosse à dents, il me dit: «Ouais, vous nettoierez, après être passé». Oui, mais il m'a même pas vu salir le lavabo, il me dit déjà de nettoyer. Donc déjà, qu'est-ce que ça dit de moi? Tu vois, ce genre de situation comme ça, c'est qu'est-ce que ça dit de moi? Et j'aurais pu très bien me mettre en colère et en fait, en me brossant les dents, je me disais: «Mais pourquoi ça t'a autant touché ce gars qui te dit ça?» Et c'est en fait, c'est ça la démarche que je suis en train de te partager, c'est chaque, moment dans la journée, chaque interaction, chaque situation, tu es bien, tu es pas bien, tu es peut-être un peu frustré, bah, qu'est-ce que ça vient dire de toi? C'est Mmh. vraiment, une occasion formidable de se découvrir. C'est Et génial. pour moi, l'hypersensibilité, c'est ça, c'est vraiment, heu, il y a ce côté à fleur de peau, mais il y a ce côté, tu sais, cette épaisseur qui te permet vraiment d'entrer dans tes profondeurs à travers Mmh. l'introspection pour mieux te connaître et mieux comprendre le monde aussi, mieux saisir le monde avec, cette empathie qui est naturelle. Bah, écoute Steve, je te remercie, c'était passionnant comme sujet, très, très enrichissant. Moi-même ça m'a donné de très belles pistes, d'exploration et de travail. À celles et ceux qui aimeraient te suivre, qui aimeraient aller plus loin, je vous invite vivement à regarder la chaîne YouTube de Steve, vous avez le lien qui est dans la description et comme ça vous aurez pas mal de contenus complémentaires puisque finalement on a ouvert finalement introduit sur quelques sujets et vous trouverez, beaucoup plus de profondeur et puis d'autres thématiques qui sont plus spécifiques. Du coup, Steve, est-ce que tu aurais un mot pour la fin? Est-ce que tu pourrais justement peut-être nous toucher 2 mots sur ta chaîne YouTube? Et puis, je vais sur ce, je pense que le mieux, ça sera de te laisser, conclure, au Ah mieux ouais, l'interview. ça marche. Bah, en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à partager avec toi. Alors si j'ai quelque chose à partager, c'est laissez-vous ressentir, Mmh. laissez-vous traverser par les émotions. Et la vie, c'est ça. La vie, le bonheur, c'est pas que des hauts, c'est pas une situation fixe, c'est du mouvement. L'émotion, c'est du mouvement. Laissez-vous traverser par ce mouvement et là, vous allez trouver, vous allez aller à votre propre rencontre. Vraiment en vous laissant dans une posture d'accueil. Voilà, Mmh. c'est ça que je voulais vous partager. Et sur la chaîne YouTube, eh ben, je partage du contenu sur évidemment la gestion des émotions, sur comment trouver sa vocation, sur comment gérer ses peurs, comment gérer son stress, sur tout ce qui est interaction sociale, le relationnel, sur la confiance en soi, sur beaucoup de choses. C'est beaucoup de thématiques satellites autour de l'hypersensibilité et notamment enfin, toutes les problématiques qu'on peut rencontrer quand on est hypersensible. J'en fais vraiment des thématiques que je renouvelle tous les mois. Génial, mais je vous invite à regarder vivement tout cela en description et bien, je vous dis à très vite et prenez soin de vous et merci à toi, Steve. Merci Nicolas.